Retour en studio avec mes confrères. Bonjour, Tchana Warimiao. Eric, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Taxi FM. Vous avez bien fêté? Ah, très bien. Et je souhaite aussi une bonne prière à tous les musulmans. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Abi, la fête, ça a été très bien. Grâce à Dieu. Est-ce que c'est la vie qui fait la fête? Bon, grâce à Dieu. Il n'est jamais nu à Arena, c'est quand même. Il a bien en tenue de fête. C'est comme vous. Avec les pavages islamiques et tout ça. Donc je disais que ça s'est bien passé grâce à Dieu et grâce à votre collaboration à tout le monde. On a fait ce qu'on peut et Dieu merci. D'accord, très bien. Alors, Ferdinand, vous avez souhaité aborder un sujet, interpeller nos concitoyens, même les autorités sur un sujet bien précis. Non, c'est pas moi qui ai souhaité, c'est les auditeurs qui nous ont interpellés et qui souhaitaient qu'on essaie d'attirer l'attention des autorités sur un phénomène qui se développe dans notre capitale et qui est suffisamment inquiétant. C'est la multiplication des stations d'essence dans les couloirs des habitations. C'est-à-dire que vous savez que les stations d'essence sont souvent à l'air libre, ne sont pas entourées de maisons, comme ça s'il y a un sinistre, on limite au moins les dégâts. Mais depuis un certain temps, les stations d'essence sont encastrées dans les maisons. Que vous soyez vers Edjanaoué, vers Agoué, vers Limousine aujourd'hui, vous voyez que les stations d'essence sont entourées de maisons. Bon, on ne sait pas quelle étude d'impact les gens font, et qui donne les autorisations, et les risques d'incendie et tout ça. Mais c'est un phénomène qui est très inquiétant. On a vu récemment ce qui s'est passé à Accra avec des stations d'essence qui ont explosé avec plusieurs morts. Oui, bien sûr. Et donc, c'est les auditeurs qui nous interpellent, et en retour, nous, on renvoie la balle dans le camp des dirigeants pour qu'on puisse jeter un coup d'œil sur ces stations qui se multiplient un peu partout, surtout dans les habitations. C'est ça qui est inquiétant. Ce n'est pas parce que les stations d'essence se multiplient, mais celles qui se multiplient concrètes dans les habitations. Et donc, c'est vraiment inquiétant et c'est un sujet que j'ai voulu placer. Oui, Tchénao, ça vous a interpellé? Non, bon, je crois que tout citoyen qui circule et qui fait ce constat, ça m'inquiète. Moi également, lorsque je vois récemment, il y en a même qui sont en pleine construction et c'est pratiquement dans les couloirs des habitations. Tantôt c'est des maisons qu'on a dû casser pour en faire des stations et franchement je ne sais pas les critères qui motivent les gens à donner les autorisations, quelle étude d'impact, qu'est-ce qui se fait avant que les gens érigent les stations d'essence. Mais il faut vraiment que les autorités du pays jettent un regard par rapport à ce qui se passe. Et puis au Ghana voisin, comme Ferdinand le disait tout à l'heure, nous avons vu ce qui s'était passé avec la station d'essence qui s'était explosée. J'ai souvenance encore du triste sort qui était arrivé au niveau de Yaoundé, au moment où les fûts de stockage d'essence avaient brûlé, il y avait plus de 2000 personnes qui sont parties. Et quand on a des idées comme celle-ci, il faut vraiment que les gens n'attendent pas qu'il y ait des dégâts avant de commencer par chercher la solution. Parce que demain, si on ne dit rien, on ne fait rien, les gens viendront même implanter des stations carrément dans les cours des maisons et saluer les dégâts. Et donc, il faut prendre des mesures dès à présent où il n'y a pas encore eu de difficultés, où il n'y a pas encore eu du mal. Il faut chercher à trouver la solution pour éviter que le pays tombe, je ne le souhaite pas, sous un coup, avant qu'on commence par chercher la solution. Très bien. Oui, Fabrice, sur le suivi, ça, vous avez un commentaire à faire? Oui, bien évidemment. Je crois que, bon, peut-être que il y a des marques de sécurité. S'il y en a, je crois il va falloir en parler pour assurer les gens. Et puis, ce qui est aussi inquiétant, et moi qui m'amène à me poser la question de savoir s'il y a vraiment autorisation, c'est d'abord même les espaces qui séparent une station d'une autre. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la répartition des stations d'essence, il y a un peu d'anarchie. Pas d'anarchie, mais c'est un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que... C'est dans la Madiba, par exemple. Oui, c'est-à-dire elles sont agglutinées dans un même endroit. Et puis il y a
distances sur lesquelles vous n'allez jamais trouver de très longues distances où vous n'allez pas trouver de stations. Et ailleurs, c'est un encombrement. Quand vous prenez même la nouvelle route qui quitte Acier pour aller vers l'échangeur, au Carrefour Acier, il y a Cap, il y a une station d'essence qui est en construction, il y a une autre qui est déjà terminée et au niveau de Minamadou, tout ça. Donc, je crois que c'est des éléments sur lesquels parfois on se demande s'il y a... Parce que le risque dont on parle, ça voudrait dire que s'il y a des dégâts, ça peut ne pas se limiter à une seule station, mais ça peut s'embraser. On ne souhaite pas cela. Mais je crois qu'il faut communiquer là-dessus pour rassurer les uns et les autres. Il ne faudrait pas qu'il suffise qu'on ait un peu une portion de terre au bord de la route et qu'on soit obligé de faire ce qu'on veut faire. Parfois, c'est nez à nez avec les écoles. Tout ça, et bon, il va falloir que... Parce qu'on a en mémoire ce qui s'est passé à Accra, hein. C'était horrible. Bien évidemment, parce que c'est un liquide inflammable, ça part très vite, donc il faut... S'il y a un souci, il faut le régler très vite. Très bien. C'est bien le fait. Oui, je crois que à cette allure, on se demande ce qu'on reproche aux vendeurs du boudet, si vraiment boudet il y a. Parce qu'on les reproche souvent de conserver les stocks à la maison. Exact, à la maison dans des conditions très peu sécuritaires. Et si les chaînes officielles aussi vont se comporter comme ça, il y a un problème. Tu sais, ce qui se passe, c'est que l'État n'a aucun contrôle sur ces installations. À partir de ce moment, on installe la station d'essence là où le terrain est disponible. C'est pourquoi tu vas les trouver agglutinés en un endroit, alors que, comme le disent les confrères, dans certains endroits, il faut parcourir des distances. Il y a certaines villes même de ce pays qui n'ont pas de station d'essence. Donc il y a des villes, plein de villes qui n'ont pas de station d'essence. Donc moi je pense qu'il faut que l'État vraiment prenne cette histoire au sérieux. On sait que depuis que les voleurs de la République se sont vachement enrichis, qui ne savent pas quoi faire de leur argent, ils ont beaucoup investi dans la vente des produits pétroliers, ils ont investi dans l'immobilier et puis quelque peu aussi dans les pharmacies. Donc ça fait que c'est toujours les mêmes qui décident, c'est les mêmes qui installent les stations d'essence. Donc à cette année, c'est difficile de contrôler, mais on espère que rien ne vaut la sécurité des citoyens, ceux qui donnent ces autorisations, parce que n'ouvrent pas une station d'essence quand on veut, comme on veut. Il y a bel et bien un processus qu'il faut respecter, donc il faut qu'ils fassent un effort pour... il ne suffit pas d'acheter un terrain, parfois même sur un demi-lot. Si on prend la station d'essence de Minamadou, la station même qu'on appelle Minamadou, à peine la station est assise sur un quart de l'eau, mais c'est une station qui est assise sur des flux de produits très très dangereux. Donc il y en a plein comme ça, entouré des maisons. C'est vraiment des grands dangers. Il faut que l'État soit regardant. Très bien. La situation est d'autant plus préoccupante que nous savons tous que sur le plan de la sécurité des incendies, nous avons des moyens limités. Ça, on le sait. Oui, parce qu'on a eu des cas où on a dû avoir recours à d'autres pays pour venir nous aider à éteindre des incendies. Oui. Et donc, c'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui est vraiment interpellé dans cette histoire-là pour qu'on puisse commander rapidement une étude sur l'implantation des stations d'essence, particulièrement dans la ville de Lomé, et les risques que cela représente pour les populations, afin de réguler ou de réglementer le secteur pour que les gens, en dormant le soir, puissent être tranquilles dans leur lit. Alors nous avons été aussi saisis d'une situation, et ça concerne le marché d'Acier. Je sais que vous empruntez habituellement cette voie, et le jour de marché, il est quasiment impossible de circuler au niveau, sur le tronçon des deux feux tricolores. Vous êtes déjà passé par là? Oui, bien évidemment. Je crois que à ce niveau, il faudra que l'autorité reste ferme. Le marché est complètement sur la voie. Oui, parce qu'on a eu... D'abord, ça pose un réel problème, parce que le marché est construit, il y a des magasins à l'intérieur des hangars que les gens louent, ils payent, mais d'autres choisissent délibérément de rester au bord de la route et empêchant les clients d'avoir accès même au marché, alors que ceux qui sont à l'intérieur, souvent c'est eux qui payent plus en ce qui concerne les taxes. Mais malheureusement, là où il y a la complicité de l'autorité, c'est que lorsque ces bonnes dames choisissent d'occuper les voies, on vient leur soutirer des taxes, oui. Ce qui leur donne l'impression comme si ils ou elles sont légalement installés, quoi.
Or, ça pose un réel problème parce que c'est vrai, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore un drame. Mais figurez-vous un jour un véhicule qui déraille. On a vu la même scène au Ghana. Au Ghana et autres, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. On va s'en prendre au conducteur, c'est vrai, mais quelque part aussi, on peut limiter les dégâts si chacun choisit vraiment de rester à sa place au niveau du marché. Parce que cette voie-là, c'est une voie très importante que beaucoup empruntent, surtout aux heures de pointe. Et très souvent, quand il y a marché d'acier, même celles qui quittent Acier pour l'Ida-Presse, les gens n'osent même plus. Oui, les taximans qui garent mal et tout cela. Je crois que c'est il faut que, il y a une désordre organisée il faut que les là. autorités, c'est pratiquement valable pour tous les marchés. C'est-à-dire que vous allez à l'intérieur, vous pouvez même organiser un tournoi de football parce que les gens n'ont pas occupé. Mais par contre, dehors, tout le monde choisit de rester pratiquement sur la route. Je crois que les marchés, ce n'est pas comme ça. Il faut éviter que Lomé soit un vaste marché où partout on vend, et même sur les rues et tout cela. Et ça pose même un problème d'insalubrité, même au niveau de cette voie-là qui est bien faite. Je crois que ce sont les autorités en charge des marchés qui doivent être rigoureux pour lui. Soit vous venez vendre au marché et vous restez dans le marché, les gens viennent à l'intérieur, ou vous ne le faites pas, et bon, mais n'occupez pas la rue, quoi. Moi, je crois que c'est une préoccupation. Tous ceux qui sont passés par là, comme Fabrice vient de le dire, ont dû remarquer ça ou avoir les difficultés pour circuler. Et il faut interpeller non seulement les pannes, il faut interpeller la préfecture. Je ne sais pas, parce qu'il y a une délégation spéciale à la préfecture. Je ne sais pas si la préfecture d'Ago est déjà opérationnelle en termes de délégation spéciale. Non, en termes de délégation spéciale. Bon, ou si c'est celle qui est dans la capitale qui continue d'administrer. Parce que, comme on le dit, on prélève des taxes. Et puis, nos marchés aussi, on doit revoir comment nous construisons les marchés. Et quand vous construisez les hangars à l'intérieur des marchés, que les choses sont exiguës et que les passages sont obstrués, il faut souffrir que des gens soient dehors. Parce que c'est difficile de circuler. Et puis, ce marché d'Agoué remonte à très longtemps. Hein. Vous connaissez l'histoire de ce marché. Et donc, moi, je pense que il faut interpeller ces différentes autorités-là. Et moi, le phénomène que je voudrais dénoncer, c'est le fait que les gens prélèvent des taxes. Vous voyez, quand vous circulez un peu à Lomé sur certaines artères, où les gens ont pris maintenant l'habitude de faire des conteneurs, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour créer un petit business. Alors, vous voyez les gars de la préfecture ou de la mairie qui passent, qui écrivent à dégager. On écrit, vous voyez qu'on a écrit là-dessus, à dégager, mairie, mais on ne dégage jamais. Vous avez remarqué, ça fait 2 ans, 3 ans, on a écrit sur certains trucs qu'on n'a jamais dégagé. Parce que les gars passent à un moment précis, prennent de l'argent chez ceux qui sont ceux qui sont dans ces conteneurs à dégager là, et c'est la contrepartie de leur présence. Oui, mais non, peut-être qu'ils sont en sursis. Non, ils ne sont pas en sursis. Comment un sursis peut durer 1 an, 2 ans? On vient écrire sur le truc à dégager, mais c'est un moyen. Ouais, c'est un moratoire qui leur a accordé peut-être. Non, les gars qui sont à la mairie, qui viennent écrire ça, ils s'entendent après avec ceux qui, les propriétaires, et régulièrement, ils passent pour prendre de l'argent qu'ils mettent dans leur propre poche. Mais sur le PV, eux, ils ont déjà écrit à dégager, et même peut-être, ils ont écrit déjà dégagé. Vous voyez. Et donc c'est un business au niveau de la mairie et de la préfecture. Et tout ça, c'est les aspects de la corruption, de la petite corruption qui existe dans notre pays qu'il faut régler. Parce que comme Fabrice l'a dit, les rues ne peuvent pas être éternellement encombrées par des vendeurs. Parfois, il n'y a même plus de trottoir. Les gens qui circulent parfois sont obligés, les gens qui passent parfois, les piétons sont obligés de passer sur la chaussée et de créer des problèmes avec les conducteurs. C'est un vrai problème. On va en parler tout à l'heure après la pause publicitaire. Les questions essentielles pour le débat de ce matin, on est en train de passer les accessoires. Abi, commenter sur je disais que le marché qu'on évoquait avant la pause. Oui, c'est très simple à mon sens. L'état de nos marchés, ce n'est pas seulement celui d'acier, c'est presque tous les marchés. Leur état... le cas d'acier nous interpelle parce que quand vous prenez aussi un jour du marché, vous longez aussi la route, le marché de Guérin, vous allez voir la même chose. Au niveau du grand marché de Lomé, les grands axes du pourtour sont carrément, c'est devenu des sens interdits. Tu comprends, donc c'est un phénomène analogue au niveau de tous les marchés. Moi je pense que
cela reflète l'état de l'économie. Qu'est-ce que ceux qui occupent ces endroits-là? Si tu as une boutique bien installée, tu es informel qui est identifié à une place officielle au marché, tu ne viendras pas rester à côté de la route. C'est les informels, c'est les débrouillards qui occupent ces endroits et qui rendent impossible la circulation. Et cela reflète, comme je le disais tantôt, l'état de l'économie. Ceux qui restent dans les marchés, qu'est-ce qui les pousse aussi à sortir? C'est le fait qu'il y a la mévente. La mévente, elle est aussi liée à l'économie. Donc, c'est tout un paramètre à définir avant de voir. C'est très facile de jeter les pots de banane à ceux qui occupent. Mais au même moment, quand ils occupent et qu'on les poursuit pour prendre les taxes, ça veut dire que c'est plus ou moins légalisé. Donc, je crois que l'État va faire un effort. Au niveau du truc, quand vous allez même au nord, vous arrivez au niveau d'Anier, au niveau du marché d'Anier, c'est-à-dire sur l'axe qui longe le marché d'Anier, c'est presque la même chose le jour du marché. Donc, il faut que l'État fasse un effort pour que, parce qu'il y a quand même une des structures organisées qui gère les marchés, il faut qu'il fasse un effort pour que les jours du marché ne soient pas un calvaire pour la circulation. Pour la circulation. C'est aussi, j'ai un commentaire à faire là-dessus. Non, je crois que je lis ce phénomène au problème de la construction des stations d'essence de façon anarchique, parce qu'avant tout, ce sont des problèmes sécuritaires. Et je crois que vous avez dû également voir circuler la vidéo depuis Accra, où un gros camion a écrasé à la fois 6 personnes avec une dame qui était là en train de gémir. Donc, le problème qu'on évoque, c'est un problème social. Nous connaissons l'état dans lequel l'économie du pays se trouve aujourd'hui. Abi Alpha a relevé que c'est parce que économiquement les gens ne sont pas assis. Mais il faut que ces gens-là aussi comprennent que ce que nous disons ici, c'est pas contre forcément eux, mais c'est aussi dans leur intérêt, parce que ça en va, dans leur protection sociale, dans la sécurité, puisque le jour, quand je l'ai dit, il ne faut pas toujours que les gens attendent. Ceux qui viennent étaler leurs produits, leurs biens, et qui les mettent en vente carrément sur la route, qu'ils sachent que de la même façon que ça se passe ailleurs, il peut y avoir malheureusement un jour un débordement qui va leur coûter la vie. Même le parterre de l'autre côté, ils ont pris ça. Oui, le terre-plein. Le terre-plein a été occupé. Et ça longe jusqu'au fond. En allant vers les rails, vous voyez les gens vendre à Blony. Et finalement, c'est eux qui sont les maîtres de lieu. Vous garez votre voiture, on vient vous pousser, que non, vous ne voyez pas que les gens sont au marché. Et donc, le ministre de la Sécurité, d'ailleurs, au-delà de la protection civile, doit s'accaparer ce dossier. Et c'est sur tout le territoire. On a parlé tantôt d'Anier. Vous allez à Sokore, vous vivez la même chose. Même à Takpamé, il y a le phénomène des bars. C'est partout. Des donc bars moi je crois qu'au-delà du fait que nous parlions des délégations spéciales, il faut plutôt que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'en serve et qu'il commence par faire en sorte que les citoyens qui exposent comprennent qu'avant tout, c'est pour leur bien. Parce que je ne trouve pas l'intérêt que cela me régirait en vendant dans la rue et qu'un beau jour, un titan vienne m'écraser et que je perde carrément ma vie et mon étalage. De la même façon, il faut revoir aussi les gens qui font l'entretien. Les gens qui balaient nos rues à la capitale, parfois moi, je ne comprends pas. À midi, à 15h, aux heures de pointe, les gens viennent bloquer la rue. Parfois, vous les surprenez avec des tenues en train de travailler, alors que dans des pays où les gens sont éveillés, comprennent que ça peut malheureusement donner la mort. On balaye la rue quand tout le monde dort. Qui est-ce qui les a mis dans la rue à J'ai cette heure-là? dit, ceux qui les ont mis, je ne veux pas les connaître. Je ne veux même pas qu'on me parle de la mairie ni de quoi que ce soit, mais je sais que c'est des marchés que les gens obtiennent au niveau de la mairie et ils viennent les exercer avec de pauvres gens, malheureusement, qui les exposent. Vous ne verrez jamais le patron en pleine rue. Non. Moi, j'ai dit que le jour où il y aura des dégâts, c'est en ce moment que les gens vont se réveiller. Parce que vous ne savez pas, il y a régulièrement des dégâts. Oui, bon, moi je n'en sais pas. Ils sont tamponnés. Peut-être que les dégâts ne sont pas très signifiants pour eux. Ils voudraient qu'un jour, une voiture vienne tuer, voilà un carnage, qu'on tue au moins 200, qu'on tue 20. Et donc, moi je crois qu'il faut réglementer ce côté-là également. Bien. Et faire en sorte que les gens balaient quand tout le monde dort. Quand la circulation n'est pas dense.
Parce qu'aujourd'hui, nous en parlons. Demain, les gens vont se rappeler que il y a un vendredi où les gens étaient à la radio, pourtant, ils ont dit ça. Et donc, le ministère de la Sécurité doit faire en sorte qu'on ne voit plus de ces aspects des choses dans Merci beaucoup. Quelqu'un m'a envoyé un message pour dire que pour les stations d'essence, que les comités de développement... CDQ? Oui, c'est ça, non? Oui. Peuvent se saisir parce que quand vous êtes dans votre quartier, que vous voyez des choses comme ça, vous pouvez interpeller les autorités. Il ne faut pas forcément attendre que quelque chose arrive, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le contrôle de l'action publique par les citoyens. Quand vous êtes là, et puis il y a un phénomène qui se développe dans votre quartier, c'est des bars qui empêchent des gens de dormir, c'est des églises qui font du bruit, c'est des lieux de culte qui créent des problèmes. Les comités de développement de quartier ont aussi la responsabilité d'approcher les autorités de proximité pour leur dire, écoutez, il n'y a pas la quiétude dans le quartier, nous sommes inquiets parce que. Donc c'est important que au niveau des citoyens, les gens dans leur quartier s'organisent pour parfois interpeller les autorités sur des phénomènes qu'ils trouvent un peu dangereux. Très bien, monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet. La dernière fois, on parlait de la profanation des mosquées du Coran. Cette semaine, à Marge, sinon à l'occasion de la fête de la Tabaski, le chef de l'État a fait un geste que beaucoup apprécient. Il suffit de jeter un coup d'œil dans les journaux, dans la presse, écouter la radio, la télévision, que vous vous apercevez très rapidement. Le confrère l'évêque de la Nation en parle d'ailleurs ce matin. Faure Gnassingbé qui réconforte les musulmans avec un lot de Coran et des nattes, des actions que salue presque la presse. Sauf Abi Alpha, ce matin, dans votre journal, le rendez-vous. Abi, pour vous, Faure Gnassingbé est en train de se moquer des gens, soit de Dieu ou des musulmans? Oui, à mon sens, pourquoi est-ce que vous dites ça? Au sein de ma rédaction, c'est de la moquerie à la limite de la provocation. Parce que, en fait, le fait que les lieux de culte aient été profanés, que les Corans soient partis tantôt en flammes, tantôt déchirés, cela ne met pas les musulmans du Togo en pénurie de copies du Saint-Coran. Loin s'en faut. Nous disions dans notre écrit que le document qui abonde le plus dans tous les milieux musulmans, c'est le Saint-Coran. Il suffit juste de faire n'importe quel voyage, que ce soit lors des rites du Ramadan ou bien du pèlerinage, ou bien même un voyage d'affaires quand vous arrivez dans un pays d'affaires, un pays arabe, Tchagnan en sait quelque chose. Pour revenir, les Corans, c'est un encombrement. On vous en donne avant que vous exprimez la demande. Et puis les associations caritatives que vous voyez ici, qui sont dans l'humanité, tout ça là, islamique, les projets les plus faciles qu'ils arrivent à obtenir, c'est les dons en Saint-Coran. Actuellement, il y en a en quantité industrielle. Donc, moi, je ne pense pas que ces actes-là aient mis la communauté en pénurie par rapport aux écritures, aux copies du Saint-Coran. Mais c'est l'acte, c'est-à-dire le symbole qui a été bloqué, qui a été attaqué. C'est pourquoi le jour où le ministre de la Sécurité s'est saisi de l'affaire, il s'est déplacé sur le terrain des profanations, il a promis de faire des enquêtes. J'ai dit voilà ce qu'il faut attendre d'une autorité. Maintenant, une chose c'est d'être allé, de promettre des enquêtes. De l'autre chose, c'est que les enquêtes accouchent de quelque chose. Et pendant que ces enquêtes continuent, des lieux ont été profanés d'une façon vraiment rocambolesque à la chaîne. Dans des milieux très très hautement sécurisés, dans un pays militarisé. Et ça a été tellement rocambolesque que tous les citoyens togolais sont des pistes possibles. Que ce soit celui qu'on peut estimer comme un radical, ou bien l'autorité qui gère le pays, ou bien le militaire qui fait la sécurité. C'est tellement, c'est-à-dire scandaleux qu'on dit que ça là, tout le monde peut être auteur, y compris Faure Gnassingbé. Donc actuellement, pendant que les débats estiment que ça peut être des actes plus politiques que confessionnels, un homme politique arrive à un lieu de culte. D'abord, depuis longtemps, nous on a toujours boudé ces façons de faire, parce que ce n'est pas Faure Gnassingbé que les gens ne veulent pas voir au lieu de culte, non. Mais quand il arrive,
le lieu de culte devient un lieu hautement sécurisé, c'est difficile d'avoir accès. Oui, mais c'est le chef de l'État. Mais si tu n'es pas si un chef chef de l'État ne se sent pas en sécurité dans un milieu, il n'est pas forcé d'aller. Les musulmans n'ont jamais fait une demande invitant le chef de l'État à venir les voir prier. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, mais si, ça je sais. Jamais, il n'y a jamais eu cette demande. Ça, je peux t'assurer. Donc, moi, je pense que quand tu penses aller soutenir certains, au moins, il y a ce minimum. Mais quand tu vois que tu es en insécurité quelque part, ce n'est pas. Même c'est la même chose, même quand il va dans les églises, des dispositifs impossibles qui mettent mal à l'aise les fidèles. Donc, moi, je pense que ici, ce n'est pas. Les musulmans ne disent pas payer nous nos 5 Corans ou bien non. Les musulmans disent on a profané une image, un symbole, une parole révélée. Trouvez-nous les responsables. C'est ça qu'on attend. On n'attend pas les cartons du Saint-Coran. Et puis cette façon de faire. Moi, nous disions dans les écrits que normalement, même l'Union musulmane devait verser ses Corans à l'enquête en tant que pièce à conviction parce que c'est hautement suspect. Oui, Fabrice d'abord. On parler ensuite à Tanyao. Non, bon, c'est la première fois que j'apprends qu'offrir un Coran à un musulman, c'est de la moquerie. Moi, je ne savais pas. Je viens de l'apprendre d'Abi Alpha. Les conditions dans lesquelles c'est offert. Oui, c'est la conclusion à laquelle j'arrive quand j'entends Abi Alpha. Et malheureusement, il se contredit juste après en disant qu'en fait, c'est ce qui se fait tous les jours. Les ONG caritatives, ils offrent les Corans aux musulmans, donc il n'y a pas manque et tout cela. Et donc, pourquoi pas le chef de l'État, lui, n'offrirait pas si chaque jour que Dieu fait, il y a des associations qui offrent des Corans aux gens. Alors, est-ce qu'en offrant, c'était dit qu'il y a pénurie de Coran? Pas forcément. Lorsque vous faites un cadeau à quelqu'un, c'est pas forcément dit que la personne n'en dispose pas. Aujourd'hui, j'ai une Bible, mais Eric, vous pouvez attendre pas que me faire un cadeau d'une Bible. Je ne vais pas dire que vous vous moquez de moi. Et donc, moi, je crois que le geste qui a été fait par le chef de l'État en ce qui concerne ces Corans-là, moi, je n'ai pas regardé en réalité le Coran. Moi, j'ai vu un peu le message qui entoure le geste. Message de sympathie. Sympathie. Et vous voyez qu'on venait de sortir d'une situation où il y a des mosquées qui ont été profanées, des Corans qui ont été passés à feu et tout cela et autres. Et on fait un geste. Et puis, il faut lire un peu une certaine communication aussi qui entoure la chose. Puisque brûler quelque chose donne l'impression comme si vous n'avez pas de la considération pour cette chose. Alors donc on s'est jeté les balles, jusqu'alors on ne sait pas qui est à l'origine de cette situation là. Mais pour moi, un geste comme cela dans des situations, sinon il a l'habitude d'y aller, mais on ne donnait pas les courants, ou du moins si on donnait, on ne communiquait pas autour de cela. C'est l'une des rares fois que le chef de l'État, après quand même la prière, prend la parole. Prend la parole également. Donc il faut comprendre qu'il y avait une circonstance quand même avant la fête de l'Aïd el-Kébir, cette circonstance qui est liée au fait qu'il y a eu des mosquées profanées. Donc pour moi, en conclusion, que ce soit la Bible et tout cela et autres, on ne peut pas considérer que c'est une moquerie quand on vous donne un livre sacré. Merci beaucoup Fabrice Okezi. Oui, Tchania Warimia, on a la parole à Ferdinand et sur le sujet. Oui, bon, je crois qu'il faut d'ailleurs saluer le fait que le président Paul Gnassingbé soit présent le jour de la prière là-bas. Vous savez, les Togolais que nous sommes, surtout depuis un certain temps, certains d'entre nous ne savent concrètement d'où qu'ils viennent ou peut-être où ils vont. Je vous dis que Fort ne serait pas allé à cette prière. Fort Gnassingbé ne serait pas allé à cette prière-là que vous aurez entendu, le contraire de ce que vous entendez aujourd'hui, comme quoi voilà. C'est des gens, ils se reprochent. Avant, ils venaient. Cette fois-ci, comme on a brûlé les mosquées, voilà, il n'est pas arrivé. Et moi, j'ai dit il est arrivé des occasions où il n'est pas allé. J'ai dit que celle-ci, précisément, s'il n'avait pas été, le langage changerait. Je connais, on se connaît. Et j'ai dit également qu'à l'heure où nous parlons, et depuis toujours, depuis le père Feu Yadema, il y a des musulmans qui bénéficiaient d'ailleurs des faveurs des Yadema qui allaient à la Mecque. Et tous priaient positif pour le Togo, pour le président. Et il faudra continuer cette tradition. Ce n'est pas du nouveau. Quand on offre un pèlerinage à un musulman, il y va. Abi Alpha en a bénéficié plusieurs fois. Également, on en a offert. Et pas de fort. Je ne parle pas des Yadema. Oui, les gens ont fait des pèlerinages. En même temps, il faut être précis. Oui, j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai dit que ce n'est pas la première fois.
pour conclure que ce soit Faure ou Feu et Adema faisaient de ces gestes à l'endroit des musulmans. Et je crois que si on a donné des courants, je n'ai pas encore entendu, ni dans notre monde, ni dans aucune mosquée, où quelqu'un avait dit que ce don-là était soit une provocation ou soit une insulte. Et moi, je connais aussi bien la religion chrétienne que musulmane. J'ai été chrétien, je connais, et les gens ne donnent... Je suis pasteur. C'est pas un problème. J'ai dit Oui, que il faut préciser. je connais. Je sais. Et je sais de quoi je parle. Quand on parle d'un livre de Dieu, un livre saint, on en Je donne aux précise au gens. passage que vous appelez Jean. On donne c'est Jean. ça aux gens tout le temps. Et nulle part, personne ne considère, quelle que soit la circonstance dans laquelle le livre est donné, personne n'a jamais interprété que c'était une provocation ou que c'était une insulte. Et bref, pour dire que la présence de Faure et les dons qu'il avait fait véhiculaient un Un message. message. Et j'ai lu à travers certaines colonnes que Monseigneur Podro avait également approché ou avait écrit, Vous avez appelé et écrit à l'Union musulmane. Oui. Pourquoi Merci. est-ce que les gens ne diraient pas que c'était une provocation? Merci beaucoup, Chenyawa Remiao. Ferdinand Ité, Oui, moi pour aller vite. oui, moi je ne sais pas ce qui est recherché derrière le geste, si c'est la sympathie ou c'est l'apaisement. Fabrice parlait de la Oui, communication. Ou c'est l'apaisement. Mais ce que la communauté musulmane peut-être attend aujourd'hui des autorités, c'est que ces autorités arrivent à mettre la main sur les auteurs de ces profanations afin de situer l'opinion sur ce qui se cache derrière. Et tant que l'enquête perdure et qu'on n'arrive pas à mettre la main sur les auteurs de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un crime, c'est des crimes, c'est des actes criminels, il y aura la suspicion. Et au-delà de la suspicion, les gens ne seront pas véritablement tranquilles dans leur mosquée. Je me réjouis qu'après l'émission de vendredi ici, on a appris que plusieurs mosquées ont eu aujourd'hui des gendarmes qui sont là pour... parce qu'on a interpellé le ministre de la Sécurité sur le fait de déployer des éléments autour des mosquées. Des gens m'ont appelé, les gens certainement d'autres ont appelé aussi des amis pour leur dire qu'il y a depuis quelques temps quelques éléments qui surveillent les mosquées et tout ça. C'est déjà un pas, mais il faut véritablement arrêter les auteurs. C'est cet acte-là seulement qui pourra rassurer la communauté musulmane et les apaiser, au-delà des dons de Coran et tout. Parce que l'autorité, la responsabilité de l'autorité, c'est de rechercher les criminels. C'est pas forcément... Et elle a promis quand même traquer ces gens. Mais l'enquête dure et je pense qu'il faut aller vite parce que dans ce pays, on connaît l'efficacité de nos services de sécurité, de renseignement. Quand il s'agit d'arrêter des gens qui tentent, qui ont même déjà une idée de porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État, on sait comment on arrête les gens. Déjà, quand vous réfléchissez même dans votre chambre, on vous arrête déjà. Et donc, on ne peut pas croire que depuis qu'on a brûlé les mosquées, là, on n'arrive pas à mettre la main sur les éléments. Ou soit, le réseau est tellement puissant qu'on n'a pas envie de démanteler, ou des gens qui sont derrière ces réseaux sont des gens qui sont aussi puissants dans le système, ou hors du système, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le ministre de la Sécurité, qui est lui-même musulman, a une grande responsabilité dans cette affaire en termes de situer l'opinion sur les auteurs de ces incendies-là. Un petit mot pour dire... Je vais juste... Attendez, Abi, s'il te plaît, un petit mot pour dire que je suis musulman. Abi Alpha, il est musulman. Et tous les musulmans qui nous écoutent savent la valeur et le respect que tout fidèle de Mahomet a, non seulement à l'endroit de la mosquée, mais beaucoup plus du Coran. Et je crois que la première mosquée qui avait brûlé, il y avait des images qui ont circulé, il y avait un message en langue que peut-être beaucoup n'ont pas compris, qui disait le combat que le Coran à lui seul pouvait faire. Le ministre de la Sécurité, les musulmans, les enquêtes sont ouvertes, elles sont en cours. La prière de tout citoyen togolais, c'est qu'on puisse mettre la main sur les criminels. Mais au même moment, j'ai foi. En bon musulman, je crois et j'ai la certitude que les criminels, attrapés par le ministre de la Sécurité ou pas, auront leur châtiment. Et je sais que
celui qui est musulman et qui m'entend actuellement, il y a même beaucoup de gens qui attendent même mieux du Coran que du ministre de la Sécurité parce qu'ils savent que le Coran frappera. Bien. Abi Alpha, et puis on passe à notre Je veux sujet. juste terminer en disant que c'est comme c'est un fait anodin. Tu vois, quand tu parcours tout le monde entier, les endroits où les gens ont touché au symbole, à l'image du Coran, et que ça a suscité des manifestations, on n'a pas eu besoin de rassembler des tas de Coran pour brûler, pour déchirer. Juste une copie a été touchée, il a déchiré, soit il l'a jeté par terre, il a piétiné là-dessus, et le but commence. Ici, Dieu merci, rien ne s'est passé, rien ne se passera. Mais l'islam, le monde entier, la communauté observe. Et désormais, notre pays, c'est un pays étiqueté comme un pays où le Saint-Coran est devenu un chiffon. Et que si les enquêtes n'aboutissent pas, pour que l'autorité communique, voilà comment ça se fait pour qu'on brûle le Coran, voici les auteurs. Et que les gens, à travers des enquêtes objectives, c'est-à-dire se rendre compte qu'effectivement, suite à ça, on a découvert les auteurs, on a communiqué. Ce n'est pas une intention politique qu'on se met d'une république. Quand ça s'est fait, c'était des égarés, on les a pris, on les a mis dans les rangs. Si ça ne vient pas, sachez que cette image va poursuivre notre pays partout. Partout, notre pays va se présenter tout comme ça serait comme c'est chez vous qu'on brûle le baril m'a donné. Moi, je vous dis que dans beaucoup de pays où je suis allé, quand tu dis le Togo, parfois on se cherche et on dit ah, chez Adebayo. Oui, parfois, c'est par certaines images qu'on nous reconnaît. On risque de nous reconnaître dans certains milieux. Et puis l'autorité togolaise sait mieux que nous ce que l'État togolais gagne du milieu arabe. Parce qu'il faut savoir que contrairement au Niger, au Mali et aux autres pays du Sahel, où les particuliers peuvent faire des projets et avoir des milliards du monde arabe, au Togo, il n'y a pas. C'est l'autorité Togo, moi je ne connais pas un seul ouléma qui peut faire un projet et être financé à hauteur de milliards au Togo, mais j'en connais plein dans les autres pays. Ici, quand tu vois un projet qui dépasse milliards en allant, c'est un projet officiel. Donc c'est l'autorité togolaise qui gagne plus du monde arabe. C'est elle qui a beaucoup plus intérêt à informer les musulmans du monde entier que notre pays, ce n'est pas un pays où on piétine le Saint-Coran. Il y a un moment donné des ratés. Nous avons mis les choses dans l'ordre. On a pris de façon objective les responsables. Donc c'est aussi dans l'intérêt de l'autorité. Je voulais qu'on parle d'un sujet. Non, si tu permets. Non, c'est pas vous qui décidez ceux qui doivent réagir. Non, pour la première fois, je suis d'accord avec Abi Alpha sur toute la ligne. Je crois que la dernière fois, je disais ça ici. Et aujourd'hui, on commence par rassembler les pièces du puzzle. Et ça fait déjà des éléments. Moi, je crois qu'il faudrait que les enquêteurs regardent plutôt dans ce sens. J'ai dit la dernière fois ici qu'il faut poser la question de savoir quel est l'intérêt visé dans ce qui a été commis comme acte. Et je vous ai dit ici que le plus grand danger, c'est de présenter le Togo comme étant un pays où les musulmans sont combattus avec des courants qui sont brûlés. Et qu'avec cet élément-là, soyez sûr que vous êtes dans le viseur de soit de Boko Haram ou alors des djihadistes et autres. Et aujourd'hui, Abi Alpha a ajouté un autre élément. Économiquement aussi, ça peut asphyxier le pays parce que le Togo a des relations avec beaucoup de pays arabes qui financent des projets de développement ici. Alors, en connaissant ces éléments-là, quel intérêt aurait l'État d'aller profaner des mosquées où vous êtes au pouvoir, où vous êtes sûr qu'un tel geste va vous entraîner des ennuis? Je crois que si les agents de sécurité, si le peuple togolais nous suit en ce moment, ça fait partie déjà des premiers éléments qui peuvent nous amener à comprendre ce qui est en train de se passer. Celui qui a envie que le pays soit à feu et à sang dans cette circonstance pareille. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, nous avons 3 minutes avant la pause. Fabrice, on va rester un peu avec vous puisque cette semaine, vous avez passé une information, c'était lundi dernier, si je ne me trompe pas, oui c'est lundi dernier. Vous parlez de la transparence dans la gestion du denier public. Ça nous a interpellé, ça a d'ailleurs fait l'objet de notre débat. Quand l'autorité nous renseigne que désormais elle fera quand même auditer les établissements publics, comment est-ce qu'il faut comprendre cela que ce soit la période 2018-2020 qui soit concernée véritablement? Oui, bon, bien évidemment, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il faut applaudir le fait que ça puisse commencer tout de même. Qu'on nous dite. Oui, qu'on nous dite les établissements publics, parce qu'il y a un certain nombre d'irrégularités, bon, pas forcément d'irrégularités, mais d'éléments un peu controversés qui sautent aux yeux, c'est-à-dire
d'un ministère à un autre sur certains éléments similaires, vous allez voir que pour un ministère, le budget est vraiment exorbitant, alors que pour le même service dans un autre ministère, ce n'est pas ça. Donc on peut chercher à comprendre pourquoi chez vous, pour laver un pot de WC, ça coûte tel montant, alors que dans un autre ministère, le même service est pratiquement à 10 fois moins. Donc ça fait partie quand même des éléments pour assainir les finances publiques et autres. Il est important de commencer par auditer ces établissements publics-là. Je crois que c'est important parce qu'on sait que généralement, c'est par là les surfacturations et autres. Peut-être ça a pris du temps. Vous savez qu'une année, le chef de l'État avait annoncé ça. Ça a fait du bruit. Il parle de la surfacturation et autres. Et donc, peut-être ça a pris du temps, certes, mais c'est déjà bien que ça commence et que désormais, dans les établissements publics, on ne pense pas que le bien de l'État, c'est le bien qu'on peut emporter aussi facilement comme si c'était un bien personnel. Ferdinand, et si on pensait à ce qui s'est passé déjà, là, l'autorité veut auditer les comptes pour cette année à 2020. Si on... Oui, les comptes qui ont déjà été audités, comment appelle-t-on, beaucoup du monde, je ne sais pas quoi. Oui, et puis d'autres secteurs qui ont été audités, les voleurs se promènent tranquillement. J'ai peur que ce ne soit une opération de communication de plus, parce que ce pays, c'est l'impunité généralisée. Et non seulement l'impunité généralisée, mais c'est aussi l'enrichissement illicite. Vous avez aujourd'hui dans plusieurs domaines, dans plusieurs départements ministériels, des gens qui sont devenus hyper riches. Vous savez, Aristote disait qu'on ne va pas dans la fonction publique pour devenir riche. C'est une idée ancienne. Mais aujourd'hui, vous prenez des secteurs comme aujourd'hui, vous prenez le ministère des TP, tous les cadres là-bas sont devenus des petits barons de la place. Ils sont des milliardaires. Ils sont des millionnaires ou des milliardaires pendant qu'il n'y a pas de route. C'est-à-dire que l'argent qu'on vote pour les routes se retrouve dans les poches de certains individus. Et ces gens, on les connaît, on connaît leur réalisation. Est-ce qu'on a besoin de faire une audit pour les arrêter? Non, moi je pense que... Il faut qu'il y ait des documents. Oui, surtout qu'il y a des scandales qui entourent les routes. Est-ce que la dernière fois, une femme justifiait encore gauchement l'abandon de la route du boulevard des Armées de protestants vers Banco, en disant que oui, que l'entreprise qui a la responsabilité de faire la route est défectueuse et donc ils vont trouver une autre entreprise pour terminer la route. Or, cette route-là est une route principale. Vous savez, aujourd'hui, quand on évacue un malade pour aller au CHU Tocoin, à partir de tous les quartiers que vous voyez là, Ranco, je sais pas, Forever, tout ça, c'est la seule route qui relie l'hôpital. Et cette route est impraticable. Et un ministre va dire ça et personne ne lui fait rien. Et donc je pense que dans tous les domaines, il y a de ces voleurs de la République qui sont là. On n'a pas besoin de chaque fois de faire des audits pour les arrêter. Maintenant, les départements qui ont été déjà audités, qu'est-ce qu'on a fait aux gens? Rien du tout. Messieurs, merci beaucoup Jean-Martin. Dernière pause. Première partie de Taxi Presse de ce vendredi. Alors, on parlait, c'était juste une parenthèse sur la question de l'audit des établissements publics tels que décidé par le gouvernement togolais. C'est la période 2018-2020 qui a été prise en compte et beaucoup s'interrogent sur la gestion antérieure de ces structures. Ça vous intéresse, Abielfa? Oui, moi je pense que c'est très bien de parler d'audit des secteurs publics s'il y a eu des malversations. Sauf qu'à l'allure où ça évolue, on va finir aussi par demander à ce qu'il y ait des audits pour les audits. Parce que, si il y a eu dans beaucoup de secteurs publics où il y a eu des audits qui ont été, n'est-ce pas, commandés, de l'argent est sorti pour ça, mais ça n'a jamais été publié. Ça n'a jamais, quand on fait on audite une situation donnée, un secteur donné, c'est pour faire la lumière sur une situation obscure. Mais les audits n'ont jamais pu faire la lumière. Je donne l'exemple de Togo Télécom. Ça a été audité. Est-ce que quelqu'un a une copie du scandale qui s'est passé là-bas? Il y a plein comme ça. Des secteurs, en même temps, on n'a jamais dit que quand on audite, maintenant, s'il vous plaît, tous les citoyens aient le papier. S'il vous plaît, mais c'est notre droit. C'est notre droit. Quand un secteur, je dis toujours qu'à un moment donné, les moments les plus scandaleux de l'économie du pays, Feuillade s'est beaucoup apaisanti sur Togo Télécom pour tenir tête à la situation de la coopération. Et qu'on dise qu'à un moment donné, un tel monument s'effondre, et qu'on fait l'audit, on dit que c'est un secret de je ne sais pas d'État ou bien un secret de quoi, que le citoyen n'a pas droit, je m'en moque. Moi je pense que
c'est plutôt un canevas pour que les gens mangent. Parce que ceux qu'on invite pour auditer là, ce n'est pas, ils ne viennent pas auditer pour les beaux yeux de ceux qui l'invitent. C'est beaucoup de millions, beaucoup d'argent. S'il vous plaît. On a encore invité personne, l'autorité. Selon l'article de Fabrice. C'est comme ça commence. C'est comme ça commence. Appel à candidature, appel d'offres, tout ce que vous savez. On donne à qui? On ne donne pas à n'importe qui. Et puis c'est beaucoup d'argent. C'est les audits même. Actuellement, si on rassemble l'argent financé pour les audits, ça crée beaucoup d'autres entreprises. C'est des milliards qui se mettent dedans. Quels sont ceux qui amènent les auditeurs? Mais c'est très facile de parler d'audit qu'on continue par amuser. Ou ce peuple-là va continuer par dormir comme ça. Ils vont tout de suite trouver leurs gens. L'un vient d'Europe, l'autre de je ne sais pas où. Il vient, il s'arrange. L'auditeur va dire que bon, mon travail va coûter 200 millions. Il va lui dire, il faut facturer 600 millions. C'est comme ça. Je vous parlais d'une dame canadienne que j'ai rencontrée dans un hôtel ici qui a présenté un projet et à qui on a demandé de tripler la facture. Elle ne comprenait pas, elle dit mais j'ai fait d'audit, c'est ça fait, et c'est comme ça a été fait. Et on a versé l'argent, ça veut dire que le double de la majoration là, c'est celui qui l'a mené qui prend, et l'autre prend un tiers de la somme versée. Donc c'est comme ça les audits. C'est pourquoi il dit qu'il faut commencer par auditer les audits. Merci beaucoup Abi Alpha, très bien. Écoutez, on va passer à notre sujet. Peut-être que ce sujet-là également largement évoqué ces derniers jours, c'est par rapport aux forces armées togolaises. C'est le confrère à l'aide du continent qui a sorti l'article cette semaine et on comprend que beaucoup de journaux en parlent ce matin. L'alternative aussi est revenue sur le sujet. Non, vous en avez parlé aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut véritablement croire ce que ce journal-là nous dit aujourd'hui, Ferdinand? Est-ce qu'il y a un malaise au niveau des forces armées togolaises? Non, je pense que les départs volontaires ou les désertions dans l'armée, il y en a. Chacun a certainement une connaissance, un frère, un cousin qui un matin est allé déposer ce qu'eux-mêmes appellent tout leur paquetage et puis ils disparaissent. On vient les chercher à la maison, on ne les retrouve pas et puis après, quelques mois, ils se reconvertissent dans la vie civile. Maintenant, si le phénomène prend de l'ampleur, c'est là où il faut s'inquiéter. Est-ce que l'armée attire encore? Est-ce que l'armée n'attire plus? Pourquoi les gens déchantent? Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là? Vous savez, dans des systèmes comme les nôtres, c'est un classique de l'histoire. Lorsque une armée est façonnée comme la nôtre et qui est au service exclusif d'un clan ou d'une cause, et qu'à un moment donné, les gens ne supportent plus un certain nombre d'actes et de faits dans cette armée-là, certains préfèrent partir. Parce que nous ne vivons plus dans un monde fermé, on vit dans un monde ouvert. Nos militaires vont dans plusieurs missions, ils voient ce qui se passe ailleurs, ils voient comment leurs amis sont traités dans d'autres pays. Au Togo, est-ce que le militaire a un plan de carrière? Est-ce qu'un militaire togolais, gendarme, militaire ou je ne sais pas, même un policier a un plan de carrière? C'est-à-dire quoi? Si je sors d'une école d'officier et que j'arrive, je suis peut-être sous-lieutenant. Dans 2 ans, si je vais à un autre cours, est-ce que je serai lieutenant? Est-ce qu'après je serai capitaine? Est-ce qu'après je serai commandant? Ou est-ce que d'autres qui n'ont pas fait mon parcours, on va les utiliser pour me chapeauter? Donc c'est des situations qui créent des frustrations et à un moment donné, certains décident de quitter les rangs parce qu'ils se disent, bon, j'ai de la compétence, je peux aller me faire valoir ailleurs. Je connais plein d'officiers togolais qui sont partis volontairement et qui sont devenus aujourd'hui des experts en sécurité de l'ONU. Parce que ces gens ont vu d'autres frères d'armes, d'autres pays qui sont devenus des experts et ils gagnent bien leur vie. En même temps, il y a des refus quand même par rapport à ça, volontaire. Oui, dans les dispositions, on peut aussi refuser. Le ministre de la Défense ou l'état-major sur rapport peut refuser à certains de ne pas partir pour un certain nombre de raisons. Pour un certain nombre de raisons, vous voyez, parce que l'armée c'est très sensible. Celui qui déserte, est-ce qu'il parle avec des secrets d'État? Est-ce qu'il était dans un domaine sensible? Est-ce que c'est des questions qu'on peut se poser? Donc, je pense qu'au stade où nous en sommes, l'armée n'attire plus. C'est vrai que les gens y vont. La dernière fois, je voyais plein de jeunes qui étaient à Djogomé. Mais
d'autres déchantent très vite. C'est parce que aussi le manque de boulot, la pauvreté qui fait que certains pensent que bon, on va aller se retrouver là-bas, au moins on a une paye à assurer chaque fin du mois, mais à un moment donné, certains déchantent. Le confrère L'aide du continent écrit, je vais citer quand même une partie, dit près d'une quarantaine d'officiers militaires de divers camps ont décidé de sortir des rangs depuis cette année. Un chiffre est anormalement élevé, seulement 6 désertions ont été dénombrées en 2017, auxquelles s'ajoutent des demandes de départ volontaires émanant de 4 officiers. Une disposition rendue possible par les statuts des forces armées togolaises adoptés en 2008. Ces demandes ont d'ailleurs été refusées à ces derniers par la hiérarchie militaire. L'inquiétude au sommet du régime de Lomé en but à des contestations depuis août 2017 est d'autant plus grande que 2 autres militaires se sont suicidés fin juin, l'un par pendaison, l'autre par arme à feu, un phénomène jusqu'à présent rarissime au sein de la Grande Muette au Togo. En avril, un autre militaire du régiment paracommando de Kalanja, Kara, a été retrouvé mort à son domicile du fait d'une surdose médicamenteuse délibérée, selon le rapport de sa hiérarchie. Sur les 39 déserteurs, 6 appartiennent à la gendarmerie nationale dirigée par le colonel Etrofei Massina, un sécurocrate emblématique du régime Yassimbe. Une cellule psychologique a été créée et placée sous l'autorité du chef d'état-major particulier du président togolais sur cette situation. Non, bon, moi je crois que peut-être que le confrère a eu une information qui va tenter d'en faire un buzz. Et moi je ne trouve même pas qu'il s'agit d'un buzz, puisque aujourd'hui les statuts de l'armée permettent à tout corps habillé de demander un départ. Bon, hier, il n'y avait pas la possibilité qu'un militaire, futur gendarme ou de n'importe quel corps puisse demander à quitter. Bon, maintenant tout revient à qui est en train de demander à partir. Parce qu'il y a des gens qui ont atteint des niveaux où ils ont pratiquement tout le secret du corps, tout le secret de l'armée. Et bon, maintenant, quand ils demandent à partir, est-ce qu'il faut accepter, est-ce qu'il faut refuser, de peur que les personnes qui partent et qui ont tous les dossiers en main, qui connaissent beaucoup de choses, aillent les vendre. Maintenant, on ne sait pas qui a demandé à partir. Sinon, ce n'est plus du buzz que d'apprendre qu'un militaire togolais est demandé à quitter. Mais au même moment, il faut revenir dire quelque chose de peut-être que les militaires vivent. Vous savez, dans l'armée, peut-être on vous recrute le même jour et subitement, vous trouvez un gendarme, vous trouvez un policier, vous trouvez un militaire, ils appellent ça promotion bien classe. Les gens qui sont de la même classe, et celui-là, on lui donne des avantages. Peut-être qu'il a un haut gradé, il a un protégé, on l'envoie au Mali, on l'envoie au Darfour, lui revient, il construit, il est de toutes les missions, il construit, il vit une vie d'opulence, et son frère d'armes qui a été recruté la même année, il demeure, il n'a même pas de moto, il est en location, et il vit la misère, et donc ça fait peut-être des frustrations. Et moi je crois que si c'est dans ce cadre que les gens parlent, on peut comprendre, parce qu'effectivement, on vous montre quelqu'un, on dit quelqu'un que vous voyez tout jeune, on dit qu'il a voyagé beaucoup, hein, il a des moyens, et ça frustre les autres. Et je crois que même au niveau du ministère des Affaires étrangères, je crois, ou bien je me trompe, qu'il a été pris des mesures pour que les diplomates qu'on envoie hors du pays, que les gens ne débordent pas 5 ans, et qu'on les ramène 4 ans, voilà, parce que vous êtes dans la même maison. On dit que celui-ci a été aux États-Unis, il fait 4 ans, il fait 10 ans. On dit que non, on l'a enlevé de là, il est parti à Londres. Vous êtes là à lire les papiers, il revient, il construit, et il réussit sa vie, et ça crée des frustrations. Je crois qu'au niveau même de l'armée, si on peut trouver une formule à faire en sorte que ce ne soit pas les mêmes, ça va être une bonne chose, et ça va éviter que Merci beaucoup, Seigneur. Oui, Fabrice, sur le sujet là. Non, bon, est-ce qu'il y a un malaise aujourd'hui, franchement, au niveau des forces armées? Non, de façon globale, en fait, l'armée, c'est un peu aussi, même s'ils ont un statut particulier, c'est un peu aussi comme la fonction publique. Hein. C'est-à-dire que, logiquement, c'est des domaines où, on l'a déjà dit tout à l'heure, on ne s'enrichit pas. Quand vous êtes fonctionnaire,
vous servez. C'est pour ça quand il y a beaucoup aujourd'hui, quand vous les voyez, vous sentez qu'ils sont riches. Oui, ça c'est des anomalies. C'est pour cela qu'il faut chercher à savoir comment est-ce qu'ils s'enrichissent. Et généralement, l'armée aussi fait partie des corps de métier où tout de suite on vous dit que l'armée c'est pas un gagne-pain. C'est-à-dire quand on y va, c'est que vous avez choisi servir la nation, un sacerdoce, vous avez choisi servir la nation contre vos intérêts. Or, ce qui fait que la génération de jeunes qu'on a aujourd'hui, est-ce que les gens réfléchissent comme ça? Pas que les gens ne réfléchissent plus comme cela. Hein. Vous avez vu, des gens sont rentrés dans l'armée avec des maîtrises en droit, en économie et tout cela, mais qui ont envie également d'évoluer. Si à un moment donné, ils seraient des gens des masters, des doctorats, si à un moment donné, bon, ils estiment qu'ils peuvent faire autre chose que l'armée bien réussie, surtout que dans l'armée, il y a trop de contraintes. Je crois qu'il y a, ça peut être un phénomène normal que aujourd'hui plein de jeunes, on l'a dit ici, beaucoup y rentrent, peut-être certains prennent l'armée comme un pis-aller, c'est-à-dire que quelque chose, après avoir cherché ce que vous voulez, vous n'avez pas trouvé, vous y entrez. Et quand vous y entrez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas ce que vous deviez faire. Et donc naturellement, ça peut amener, surtout que maintenant le statut permet aux gens de se retirer. C'est un phénomène qui peut arriver, mais au-delà de tout, on peut s'inquiéter également parce que c'est un corps dont on a besoin dans une certaine société. Il est question de voir comment peut-être il faut essayer de motiver les gens, ne plus rester dans ce carcan-là où on dit, bon, le militaire, il est là seulement, il n'a pas besoin de luxe ou quelque chose comme cela. Revoir cette fonction militaire en l'adaptant aujourd'hui. Parce que le militaire, par exemple, aussi a des familles. Bien sûr, ils ont également envie d'envoyer leurs enfants très loin. Et le vrai phénomène, même vous allez le constater au niveau des médecins militaires. Vous allez voir, quand ils sont étudiants, ils sont bien entourés. Mais lorsqu'ils finissent leurs études, avec ceux qui viennent du privé, enfin les civils avec qui ils ont fait la médecine, quand ils vont y créer des cliniques, ils ont la possibilité de voyager, renforcer leurs études et tout cela et autres. Quand vous les voyez, un médecin militaire et un médecin qui exerce dans le privé, parfois c'est le jour et la nuit, alors qu'ils se rendent compte que nous avons les mêmes compétences. Bon, logiquement, et c'est pour cela même vous allez voir qu'il y en a même déjà en 6e année, ils cherchent à savoir s'il peut trouver un moyen de revenir dans le civil. Parce qu'il sait que dans l'armée, il sera payé en fonction de son galon. Et vous allez voir, et il y a de très bons médecins dans l'armée, c'est-à-dire qui sont même recherchés, les meilleurs. Mais il est payé en fonction de son galon. Et peut-être qu'il est colonel, on le paye comme un colonel, alors qu'au même moment, son promotionnaire dans l'amphi, peut-être lui, il est un fonctionnaire à l'OMS ou je ne sais où. Et bon, voilà, donc je crois qu'il faut réadapter ça et comprendre que la jeunesse d'aujourd'hui, même sur le plan religieux, ça a évolué. Même on ne dit plus aux prêtres qui vont, c'est-à-dire on devient prêtre juste pour servir Dieu. Ils ont des voitures luxueuses, certains même construisent des maisons, donc c'est pas aux militaires. On va tenir ce langage d'il y a des années. Bien, Abi Alpha, vous avez fait un article d'ailleurs sur le sujet ce matin, c'est vrai que nos auditeurs, vos lecteurs vont lire l'article. Vous parlez de suicide, désertion et grogne dans la Grande Muette. Vous avez des noms dits d'une série noire finalement. On va le faire à 1 minute, Abi Alpha. Oui, nous avons fait notre enquête à ce sujet. Je crois que nous, on ne s'est pas inspiré de ce qu'a publié la Lettre du Continent. Mais nous, on a eu des sources qui nous ont dit que l'armée souffre des 4 poubelles. Pour reprendre ma source, l'armée souffre des 4 poubelles. Premièrement, c'est le recrutement. Au recrutement, sont plus recrutés ceux qui sont recommandés. C'est-à-dire plus de la moitié de ceux qui ont la chance d'avoir leur nom enregistré, c'est les gens qu'on a recommandés. Quelqu'un vient là-bas pour un bien-être social, il vient après la formation, il voit que ce n'est pas ce qu'il attendait et il déserte. Moi, j'ai rencontré un autre qui m'a dit que pour déployer les éléments dans son secteur de compétences, on l'a envoyé 200 corps habillés. Sur les 200 qui venaient de sortir d'une formation, sur les 232 étaient des inaptes. Et il a appelé ça les déchets. Donc 32 sur 200 sont des déchets qu'on ne peut pas employer sur le terrain. Mais si, je te parle, je te cite une source. Donc
Quand sur 32, sur 200, il y a 200, 32 déchets, ça fait problème. Donc, donc ceux-là qui attendaient un bien-être et qui sont recommandés, qui ne voient pas ça, très vite, ils déchantent. Secondo, maintenant, l'armée est trop autocratique. Ça fait que les gens exagèrent. C'est vrai que là-bas, c'est la rigueur, c'est une formation un peu hors du commun, mais ceux qui ont l'autorité exagèrent sur leurs subordonnés. Et ça pousse l'armée même à sortir de ses principes même. Sans oublier le fait que le bien-être social, quand on voit un subalterne qui socialement est un peu à l'aise, très vite on l'envoie creuser, pour reprendre les termes des militaires. Quand un militaire te dit on a envoyé quelqu'un creuser, ça veut dire qu'on l'a mis dans des difficultés. Donc on les envoie creuser parce qu'il vient d'arriver un jeune sergent, voilà, qu'il a une voiture ou bien il... Donc il y a autant de paramètres qui font que soit les gens craquent, soit les gens désertent, soit comme depuis que le statut de corps habillé permet d'obtenir le droit de quitter, les gens qui, c'est ça qui fait que de 6 en 2017, actuellement on nous parle d'une quarantaine qui ont demandé à partir ou bien qui sont déjà partis. Donc il y a plein de trucs qu'il faut. Et puis sans oublier que on donne des missions impossibles à des gens qui ne peut parfois pas refuser dans un environnement où le mot d'ordre c'est exécuter avant de réclamer. Donc ça fait problème. Mais quand on demande aux jeunes que l'armée c'est par vocation, c'est pas pour enrichir, pendant que certains officiers sont des pachas, ils sont des commerçants, ils s'enrichissent à tour de bras, souffrez que les jeunes ne vont pas souffrir et continuer par serrer la ceinture pendant que... Merci beaucoup. J'ajoute quelque chose rapidement. Oui. Quelqu'un a parlé de la minorité qui s'enrichit dans le pays, qu'il faudra démanteler. Oui. Cette minorité se retrouve aussi à la tête de l'armée, où vous avez des officiers qui sont extrêmement riches et que vous avez la troupe qui n'a rien. Et vous savez très bien qu'on dit souvent dans le principe de l'armée que lorsqu'un militaire est riche, il ne va pas au combat. Oui, parce qu'on ne va pas laisser les milliards pour les gens. Donc, vous voyez que cette injustice-là, cette minorité-là, se retrouvent à la tête de l'armée. Des gens qui sont dans des réseaux, tout ça, qui ont de l'argent et les autres n'ont rien. Et donc, il se pose forcément un problème de management. L'armée du continent parlait par exemple de la gendarmerie. Oui. C'est pour ça que j'ai parlé des plans de carrière des militaires. Quand est-ce que moi je sais, en tant que capitaine, que je dois prendre mon grade de commandant? Oui. Parce qu'il y a des cours qu'on fait pour avoir ça. Mais si je sais que je suis de la même promotion, bien quelqu'un qui n'est même pas de ma promotion, il vient prendre commandant alors que moi j'ai le droit de prendre prendre le galon de commandant, il y a des frustrations. Si vous êtes par exemple un chef de gendarmerie, vous savez que la gendarmerie c'est le plus vieux corps de l'armée en réalité. Et les gendarmes, la devise de la gendarmerie, c'est pour la patrie, l'honneur et le droit. En tout cas chez les Français. Et je pense que c'est la même chose chez nous. Mais quand vous avez par exemple un commandant de la gendarmerie qui met les bons éléments, c'est-à-dire que les bons éléments qui sont ses promotionnaires, pour des questions de jalousie ou de réseau, dehors, on les envoie creuser. Et il va prendre des sous-fifres pour amener dans des missions. Parce que vous savez que dans notre corps ici, au Togo, ici, le régime est fait en telle sorte qu'il y a des réseaux qui s'affrontent. Moi, je deviens ministre de la Sécurité, je n'utilise pas les éléments de tel monsieur parce qu'ils ne sont pas mes amis. Ou je deviens directeur général de la gendarmerie, j'enlève tous les éléments de mon ancien qui était là parce qu'ils ne sont pas des amis. On n'est pas des amis parce que eux et mon chef, on n'est pas des amis. Donc je les amène. Oh, c'est des éléments efficaces. Je vais chercher des sous-fifres et c'est eux qui font le travail. Donc, quand vous avez des situations comme ça, à un moment donné, la situation devient invivable pour certains officiers qui ont de la matière, qui ont de la compétence, mais qui ne sont pas utilisés. On les a mis dans des bureaux avec des tables. Ils viennent, ils tapent le garde à vous, comme on dit, et puis ils retournent à la maison. À partir de ce moment, il y a un problème. Donc c'est le management même de l'armée qu'il faut revoir. Les choses ont évolué. On était dans les années 70 où l'armée, c'est comme quand les tirailleurs sont revenus, on parle le français dont on parlait là. Mais aujourd'hui, l'armée c'est l'intelligence. Ah oui, bien sûr. C'est l'intelligence. Bon, moi j'ai toujours dit, j'ai mal de voir des officiers qui finissent leur carrière au Togo et qui sont dans leur maison
et qui ne deviennent pas des consultants, comme on voit dans des grandes chaînes internationales, des gens qui sont des consultants sur des questions de conflit. Parce qu'on ne peut pas faire les essais aujourd'hui, comme vous ça. voulez les interroger, ils disent ah attention, ne me créez pas de problème. Oui, non, pas les interroger nous, mais eux, ils peuvent vendre leurs compétences ailleurs. Nous, on a vu les interroger par exemple. Aujourd'hui, ceux qui ont le courage de dire seulement des sociétés de gardiennage. Attendez, je voulais, parce qu'on veut parler politique. Oui, mais il y a aussi un élément. Bon, on a parlé des officiers riches, je veux bien croire. Parce que quand vous voyez un peu... Vous n'en voyez pas? Quand vous voyez un peu la retraite de ce qu'on a eu comme généraux, de certains généraux aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont mal... C'est des généraux honnêtes. Je ne sais pas s'ils ont mal géré. Vous prenez un général... Non, c'est pour cela que je me demande... C'est pour cela que je me demande si effectivement il y a des officiers riches où ça donnait, c'était une impression. Parce que quand vous prenez les généraux, la plupart qui sont allés à la retraite et autres... Bon, ils ne vivent pas dans la misère totale, mais ce n'est pas ce qu'on aurait pu espérer d'un général qui allait à la retraite et qui à un moment donné peut-être a été tassé de quelqu'un qui se mettait plein les poches. Donc c'est pour cela que je dis c'est un corps qu'il faut peut-être revoir par rapport aux conditions qu'on réserve aux gens. Mais ça existe dans d'autres... Ça existe dans d'autres secteurs de la fonction publique. Vous avez tout de suite parlé des affaires étrangères. C'était un bel exemple. Il a fallu l'arrivée avant même Doucet, l'autre de l'UFC avait commencé. Et lui, c'est Elliott. Bizarrement, il a fallu que l'UFC rentre dans le gouvernement pour que les gens retrouvent du sourire au ministère des Affaires étrangères. Ça, il faut le dire. C'est une vérité. C'est lui qui est venu et il a commencé cette histoire de tournante que Doucet a formalisée aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. S'il a fallu que l'UFC entre dans le gouvernement pour que cela soit effectif. Pour que cela soit effectif. Et aujourd'hui, il y a des gens, quand vous vous retrouvez dans une situation, certains laissent carrément pour aller embrasser la carrière universitaire ou autre. Donc, c'est une réalité. Et Ferdinand a dit quelque chose. C'est pas valable pour l'armée. Il y a des sorties de l'ENA, ils sont bien formés, mais on prend des, comment on les appelle, les consultants qui viennent travailler à la place des fonctionnaires et les gens sont là et pratiquement ils ne font rien alors qu'ils ont des compétences. Naturellement, les gens peuvent chercher. Si on avait demandé aux gens de revenir, on aurait pu préciser ça dans la feuille de route en disant nous demandons à l'opposition de rejoindre sa place à la CENI. On a dit de s'asseoir pour définir une série consensuelle. C'est ce qui a été dit. Maintenant, si les gens disent oui, vous venez vous asseoir. Venez vous asseoir et puis bon, on va partir. Si c'était ça la logique, on n'avait même pas besoin de sortir une feuille de route pour dire qu'il faut réformer les institutions. On aurait dit aux opposants, allez reprendre vos places à la CENI et puis que le processus commence. Donc, je pense que les gens qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de... Moi, je pense que c'est le ministre de l'administration territoriale qui est derrière la manœuvre, qui fait tout ça. Je ne sais pas à quelle fin, c'est le plus grand bénéficiaire de la démocratie au Togo. Je reviendrai dans un article sur ce personnage, mais qui est aujourd'hui devenu le plus grand fossoyeur, d'ailleurs. Et donc, c'est lui, le monsieur qui est à la CENI, là, lui, on le fait signer juste les communiqués, c'est un pantin. Et donc, moi, je pense que... Non, c'est pas une injure. Non, c'est une injure, mais on ne peut pas le faire signer des communiqués. Non, lui, on déplace comme un robot, c'est tout. Donc, moi, je pense qu'il y a manifestement des gens qui pensent que, bon, ils vont prendre de court le comité de suivi de la CEDEAO en mettant la charrue avant les bœufs et puis en disant après oui, comme on a suffisamment avancé, est-ce que vous ne pensez pas que bon, il faut aller comme ça pour organiser les élections puisque vous-même vous avez dit qu'il faut les faire avant le 20 décembre. Mais je pense que c'est une peine perdue parce que tant que l'opposition n'accepterait pas de rentrer dans ce jeu-là, le problème n'est pas réglé. Et donc si nous sommes là à la recherche... C'est une nouvelle porte de crise qu'on est en train d'ouvrir. Si notre objectif c'est de régler le problème, il faut s'asseoir pour le régler définitivement. Mais est-ce que vous pensez que honnêtement, ce qu'ils sont en train de faire là, ça va aboutir au règlement du problème? Taniao Arimiao, quel est votre avis sur le travail de la CENI aujourd'hui? Beaucoup de confrères ont écrit là-dessus, l'éveil s'interroge. Qu'est-ce qui fait courir la CENI? Est-ce qu'on peut se poser cette question aujourd'hui? Est-ce que la CENI va trop vite plus que la musique? Non, je crois que lorsque un pays organise les élections, il y a plusieurs démembrements qui font corps de l'organisation de cette élection. Et au même moment, il y a les acteurs qui jouent pour que les élections aient lieu. Et les acteurs ici, ce sont les partis politiques de l'opposition, et aussi bien que ceux du pouvoir. D'ailleurs, c'est les éléments
que le pays a aujourd'hui en face par rapport à la querelle qui divise les Togolais. Et moi, lorsque la CEDEAO est passée, je crois que de part et d'autre, tout le monde a salué la feuille de route. Et pour moi, ça fait déjà le mois. Et chacun, selon moi, doit être de jouer sa partition. Et je crois que c'est le travail que la CENI est en train de faire. Maintenant, quand les gens disent que la CENI fait cavalier seul, est-ce que, oui ou non, l'opposition, même si c'est le comité de suivi qui arrive aujourd'hui et qui dit, tel que Ferdinand le dit, qu'il faut une CENI consensuelle, est-ce que oui ou non, si le comité est là, on appelle la coalition, on appelle le parti au pouvoir, on leur dit, maintenant on veut composer la CENI, est-ce que oui ou non, chacun acceptera d'envoyer, on permettra au pouvoir en place d'envoyer les siens, et qu'on permettra aussi à la coalition d'envoyer ses hommes pour faire cette CENI-là. Oui. Si c'est oui, qu'est-ce qui est un problème aujourd'hui? Même si c'est la commission, le comité là qui vient, l'opposition donnera son quota, le pouvoir en place donnera le sien, peut-être la société civile donnera sa part, et l'administration, le gouvernement peut-être mettra sa part. Qu'est-ce qui a changé quand la CENI dit on nous a donné une date qu'il faut qu'on fasse l'essentiel pour aller aux élections? Si la CENI avance, maintenant qu'on nous dise clairement qu'il va avoir un autre comportement pour composer la CENI et que la CENI qui existe est en train d'avancer, je comprends. Ou bien on viendra dire, au sein de cette CENI, on ne verra aucun du pouvoir. Il y aura un groupe qui viendra composer selon son vœu les gens qui doivent être à la CENI, je comprends. Mais quand ce n'est pas comme ça, moi je ne trouve même pas qu'il y a un problème. Merci beaucoup, moi je crois que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Si c'est le régime en place, c'est les habitudes de la maison. Ça ne surprend pas. Sauf que, c'est vrai, les contextes ont beaucoup évolué. Malheureusement, politique qu'il soit, il n'arrive pas toujours à lire que le Togolais d'aujourd'hui n'est pas forcément celui d'hier. Peut-être qu'on pense que la calmie là que nous sommes en train de vivre, peut-être qu'ils pensent que c'est un acquis et que les choses sont maîtrisées une fois pour de bon, pour le meilleur des mondes possible. Le comportement de ceux qui ont commis cette CENI, ceux qui ont commis les autorités qui dirigent, leur comportement va dépendre du comportement de ceux qui dirigent, ça c'est clair. Donc moi je pense qu'il y a une crise qui est réelle, elle a suscité l'attention d'une communauté internationale qui s'est investie au Togo, elle est en train désormais de s'accorder un droit de regard, de tout droit d'ailleurs, dans les règlements de nos problèmes. Et si on doit laisser le système continuer par organiser les élections de la même manière comme par le passé, mais je ne vois pas pourquoi on aurait fait autant de tintamarre. Donc moi je pense que cette CENI, si les gens veulent être honnêtes envers eux-mêmes, envers la politique, c'est vrai que on a beau dire que nous sommes un État souverain et qu'on n'est pas sous la coupe d'une autre puissance ou bien d'un autre pays, c'est vrai, je vais bien croire, je suis content de ma situation de souverain, togolais souverain, sauf que la souveraineté, ça impose un minimum envers ceux-là qui vous donnent le pouvoir, la population. Actuellement, comment vous pensez que la CENI peut continuer quand, au niveau du découpage électoral, au niveau des recensements, au niveau de tout ce que vous savez, et que c'est-à-dire la carte la reste comme ça, on vient donc bon, comme vous n'étiez pas là, venez compléter, on continue. Le jour où ça s'appelait au monsieur, comme ils ont fait pour les Pedro, ils vont jeter ce membre par la fenêtre, l'autre par la porte, et puis ça continue. Vous pensez que le Togolais actuellement va encore accepter ça? Bon, si c'est ça qui va permettre à monsieur Faure Gnassingbé de remplir pour son pouvoir à vie, nous on le souhaite bonne chance. Bien, bon d'accord, très bien. Fabrice. Oui, je ne me souviens pas avoir lu dans la feuille de route une recommandation qui parle de CENI consensuelle. Bon, peut-être que c'est une interprétation. Mais ce que je sais qu'avant cette feuille de route, quand même, il avait été demandé à la CENI qui avait déjà commencé ses activités de suspendre. Je crois effectivement que si cette CENI était décriée, ou du moins n'était pas crédible à cette époque,
peut-être que la CEDEAO, au lieu de parler de suspendre vos activités, on aurait pu dire débarrasser le plancher, on verra après. Ils ne l'ont pas dit. Maintenant, on sort une feuille de route, tout le monde acclame. Et dans cette feuille de route, on dit quelque part que les élections doivent avoir lieu le 20 décembre. Alors certains disent que c'est une date indicative, sauf que la feuille de route ne le dit pas. D'autres estiment que c'était pour faire plaisir au pouvoir. Ah non, il ne fallait pas être complaisant. Il fallait mettre des choses qui sont sérieuses à faire. Maintenant, on le met et aujourd'hui, oui, qu'est-ce qui fait courir la CENI? C'est la date du 20 décembre. La réponse est simple. La CENI court effectivement, mais elle ne se précipite pas. Pourquoi on a mis dans la feuille de route qu'il faut faire les législatives le 20 décembre alors qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à régler? Pourquoi on l'a mis? Si c'est pour les beaux yeux de quelqu'un, c'est une erreur. Là, voilà, la personne prend ça au sérieux. Et la CENI, aujourd'hui, c'est pour cela, moi je dis, il faut avoir le courage de saisir le mal à la racine. Aujourd'hui, ce n'est pas la CENI le problème. On leur a demandé à un moment donné, suspendez. On a suspendu. Et on vient leur dire, à 5 mois d'une date, organiser les élections à cette date. Et ils commencent par travailler, vous dites qu'ils... Pourquoi on a applaudi quand on a mis dans la feuille de route? Il y a beaucoup de choses dans cette feuille de route. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est la feuille de route elle-même qui contient en elle-même les germes du problème. Mais qu'à cela ne tienne, il est aussi écrit quelque part qu'il faut dialoguer pour s'entendre. Et je crois qu'il ne t'a pas dit que la feuille de route passerait comme une lettre à la poste. Maintenant, il faut ouvrir un dialogue et voir s'ils peuvent s'entendre. Le comité de suivi est annoncé pour demain à Lomé. On verra ce qui va se passer. Messieurs, merci beaucoup. Tchanaou Arimiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion, merci beaucoup. Fabrice